Le 29 juin 2015, une femme fut découverte sauvagement assassinée à son domicile. La police, dans un premier temps, envisagea la thèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Cependant, l'enquête mena les officiers vers deux hommes qui, à leur tour, pointèrent du doigt une personne très proche de la victime. Au cœur du sud-ouest ensoleillé de la Floride, dans la paisible bourgade de Bonita Springs, se déroule une histoire poignante. C'est ici que vivaient Thérèse et Mark Sievers, unis par les liens du mariage et parents de deux jeunes filles, Joséphine et Carmela. Thérèse Anne Gray Tottenham, originaire du Connecticut, avait vu le jour dans une famille nombreuse, entourée de 3 frères et sœurs, 2 filles et 2 garçons. Son enfance fut marquée par l'absence de son père, qui quitta le foyer familial alors qu'elle n'était âgée que d'1 mois, laissant à sa mère la responsabilité exclusive de son éducation. Thérèse, que l'on disait pleine d'énergie, extravertie et enjouée, était une jeune fille aimée, entourée d'amis et brillante élève. Au lycée, elle excellait, se classant première de sa promotion. En 1996, Thérèse obtint son diplôme de médecine et effectua son internat à l'Université de Floride. Tous les témoignages de ses pairs la décrivaient comme un médecin incroyablement vif et charismatique. Réputée pour son approche holistique, elle exerçait dans un centre de bien-être situé à Estero. Côté vie privée, en l'an 2000, elle épousa Kenny Cousins, rencontré en ligne. Le mariage dura 3 ans, avant une séparation à l'amiable. L'absence de conflit permit à Thérèse et Kenny de rester bons amis. Peu après, elle se lia d'amitié avec Stacy Sievers, acupunctrice, dont elle rencontra le frère, Mark, infirmier diplômé. Leur relation s'épanouit rapidement et, fin 2003, Thérèse annonça sa grossesse. Le couple se maria à cette période, 6 mois après leur première fille naquit. Ils achetèrent une maison à Bonita Springs et, en 2007, une deuxième fille vint agrandir la famille. Aux yeux de tous, le mariage de Mark et Thérèse semblait idyllique. La mère de Mark affirmait qu'ils incarnaient le couple parfait. On les voyait toujours complices lors des activités de leur fille. De plus, Mark avait rejoint Thérèse dans le centre médical où elle occupait un poste administratif. Ils passaient beaucoup de temps ensemble et se disaient comblés. Mais derrière cette façade, la réalité était bien différente. Mark et Thérèse se disputaient quotidiennement. Leur union semblait se désagréger. Seules leurs filles étaient un témoin de ces querelles. Au fil du temps, le couple envisagea d'explorer le monde de l'échangisme. Il s'avéra que le désir sexuel plus ardent de Mark était souvent source de tension. Thérèse cherchait une solution pour raviver la flamme, espérant que cela puisse sauver leur relation. Mark accepta, et pendant quelques mois, ils participèrent à des rencontres de ce type. C'est dans ce contexte familial que nous arrivons en 2015, plus précisément en juin, lorsque la famille décida de passer des vacances dans le Connecticut. Le dimanche 28 juin, Thérèse rentra seule, atterrissant à l'aéroport international de Southwest en Floride. Ses responsabilités envers ses patients primaient et elle devait reprendre ses fonctions le lundi 29. Mark et leur fille restèrent dans le Connecticut pour profiter de quelques jours de vacances supplémentaires. Le lundi 29 juin 2015, les patients attendaient Thérèse à la clinique, mais elle ne vint pas. Le personnel tenta de la joindre par téléphone, en vain. Les appels et les messages restèrent sans réponse. L'infirmière la plus proche de Thérèse contacta Mark pour l'informer de l'absence de sa femme et de l'impossibilité de la joindre. Mark promit d'appeler Thérèse, puis annonça qu'il ne parvenait pas non plus à la contacter. L'infirmière suggéra alors à Mark de se rendre à leur domicile pour vérifier si tout allait bien. Mais il refusa catégoriquement. Au lieu de demander à l'infirmière de Thérèse d'aller à la maison, Mark demanda à un voisin, un certain Pitre Sobre, d'aller voir si Thérèse allait bien. Le voisin accepta, se rendit à la maison et frappa à la porte, mais il n'y a pas eu de réponse. Alors l'homme a décidé d'entrer par l'entrée arrière. Le chien ouvrit la porte et un des 2 chiens de la famille en sortit en courant. Ensuite, le voisin est entré dans la maison et a commencé à appeler Thérèse. Mais en entrant dans la cuisine, il a découvert la scène la plus horrible. Au milieu d'une mare de sang gisait le corps d'une femme avec la tête complètement brisée et à côté d'elle se trouvait un marteau ensanglanté. Ce voisin, comme Thérèse, était médecin, alors il s'est approché de la femme et a vérifié ses signes vitaux. Elle était déjà morte à ce moment-là. Après cela, l'homme a appelé les services de secours. 9h01, quel est votre problème? Je suis chez un ami, il est parti de la ville et je suis venu voir sa femme. Elle est morte sur le sol.
Elle est rentrée hier soir. Son mari est dans le Connecticut et elle devait aller travailler à 9 heures. Mais elle n'est pas venue. Alors son mari a appelé et a demandé qu'on vérifie. Il y a un marteau à côté de son corps et elle a été frappée à la tête avec. Le coup de téléphone du voisin fit surgir une nuée de policiers et de médecins. Le verdict tomba, implacable. Thérèse était décédée. Son corps fut emporté pour être examiné. L'autopsie révéla un déchaînement de violence. 17 coups portés à la tête, vraisemblablement avec un marteau. Aucune autre blessure, aucune trace d'agression sexuelle. L'acharnement laissait d'abord penser à un crime passionnel, mais d'autres pistes furent explorées. L'effraction ne faisait aucun doute. La porte avait été forcée à l'aide d'un pied de biche, retrouvé dans le jardin. L'hypothèse d'un cambriolage tournant mal prit forme. Les voleurs, ayant appris l'absence de la famille, auraient été surpris par le retour inattendu de Thérèse. Pourtant, rien de valeur n'avait disparu. Un coffre-fort contenait 40 000 $ en espèces. Des bijoux, des objets précieux en étaient restés intacts. Même le portefeuille de Thérèse était là. Seule une carte de crédit manquait à l'appel. La piste du cambriolage s'évanouit. L'époux fut mis hors de cause, se trouvant dans le Connecticut avec ses filles au moment du drame. Les premières semaines furent un labyrinthe sans issue. Puis un appel anonyme lança les enquêteurs sur la piste de 2 hommes vivant dans le Missouri. Curtis Wainwright, 51 ans, technicien informatique et ami de longue date du mari, ressemblait étrangement à ce dernier et avait assisté aux funérailles. Le second suspect, Jimmy Ray Rogers, 29 ans, surnommé Jimmy le Marteau. Curtis et Jimmy s'étaient rencontrés en prison. En remontant la trace de Curtis, les enquêteurs découvrirent qu'il avait loué une Hyundai argentée, jamais restituée. La voiture fut retrouvée près de sa caravane. Le GPS du véhicule révéla un voyage vers la maison des Sievers en Floride, reconstituant le trajet. Le 27 juin, Curtis et Jimmy avaient quitté le Missouri en direction de Bonita Springs. Des caméras de surveillance les avaient filmés achetant des sacs poubelles, des lingettes, des chiffons, un kit de crochetage et des produits nettoyants. Des témoins les avaient ensuite vus à la plage avant de se diriger vers la maison de Thérèse. Ils y restèrent jusqu'au petit matin avant de reprendre la route vers le Missouri. Arrêtés et interrogés, les 2 hommes nièrent toute implication. Rompus aux interrogatoires, ils connaissaient les pièges et les questions à éviter. Mais les enquêteurs firent leur pression sur Jimmy, lui révélant les accusations de sa petite amie. Celle-ci affirmait qu'il avait assassiné Thérèse avec Curtis et qu'elle l'avait aidé à se débarrasser de ses vêtements ensanglantés. Elle indiqua aux policiers l'endroit où ils avaient été cachés. Ils y découvrirent des vêtements maculés de sang. Suite aux aveux de Jimmy, Curtis se résolut enfin à parler. Jimmy, quant à lui, continuait de clamer son innocence. Curtis révéla qu'avec Jimmy, ils avaient ôté la vie à Thérèse. Interrogé sur les raisons de ses aveux, Curtis expliqua que Mark, le mari de Thérèse et son ami, le lui avait demandé. Tout faisait partie d'un plan machiavélique pour se débarrasser de sa femme, étant donné qu'il savait qu'il ne serait pas soupçonné en raison de son éloignement géographique. La police avait désormais assez d'éléments pour interroger Mark. Selon Curtis, Mark lui avait confié lors d'une rencontre qu'il était désespéré car Thérèse voulait divorcer et emmener les filles. Il craignait de ne plus jamais revoir ses filles, faute de moyens pour se battre pour la garde. Il redoutait également pour leur sécurité. Il avait tenté de sauver son mariage par tous les moyens, mais en vain. Mark avait également révélé à Curtis que le couple était au bord de la faillite. La seule issue, selon Mark, était la mort de Thérèse, car elle avait plusieurs polices d'assurance vie et selon ses calculs, il empocherait 4,5 millions de dollars. Il demanda ensuite à Curtis s'il connaissait des personnes susceptibles de l'aider, offrant 100 000 $ à celui qui s'en chargerait. Curtis s'était alors proposé. À ce stade, la police n'avait que les aveux de Curtis, aucune preuve ne liant directement Mark au meurtre de sa femme. C'était la parole de Curtis contre celle de Mark, qui se comportait en mari éploré. Dès le début de l'enquête, la police avait douté de Mark. Son chagrin semblait exagéré, comme une pièce de théâtre pour convaincre de sa douleur. Les enquêteurs se sont alors penchés sur la relation du couple. Ils découvrirent que Thérèse avait effectivement plusieurs assurances-vie. Ils confisquèrent également le téléphone de Mark et y trouvèrent un journal intime numérique. Ils y lurent que le couple battait de l'aile, que Thérèse envisageait le divorce, qu'il se sentait insatisfait sexuellement et qu'il se sentait comme une sangsue.
Mark répétait ce mot car l'essentiel des revenus du foyer provenait du travail de Thérèse. Il se qualifiait de sensu sur de nombreuses pages. De plus, il fut établi que Mark et Curtis utilisaient des téléphones jetables pour communiquer, afin de ne laisser aucune trace. En examinant le téléphone personnel de Mark, les enquêteurs constatèrent l'absence de messages de condoléances de Curtis, un homme pourtant présent aux funérailles de Thérèse et connaissant Mark depuis l'enfance. Par ailleurs, la mère de Mark déclara qu'elle s'était rendue chez son fils la veille du meurtre pour s'assurer que tout allait bien et nourrir les chiens. En partant, à la demande de Mark, elle n'avait pas activé le système d'alarme. Selon les procureurs, à la fin de l'enquête, ils disposaient de plus d'une centaine de preuves contre Mark. Fort de ces éléments, en février 2016, les autorités arrêtèrent Mark et l'accusèrent d'avoir planifié le meurtre de sa femme. Après la mort de Thérèse et l'incarcération de Mark, les deux filles du couple furent confiées à la famille de la victime, malgré la volonté de Mark qu'elle reste sous la garde de sa mère. Le tribunal estima qu'il valait mieux pour les fillettes de vivre avec la famille de Thérèse. Par la suite, Mark tenta à plusieurs reprises depuis sa prison de monter ses filles contre la famille de Thérèse, en vain. Finalement, le procès des 3 accusés débuta en 2019. Le juge décida de séparer les procès, notamment parce que Curtis allait témoigner contre Jimmy et Mark afin d'obtenir une peine plus clémente. Le procès de Jimmy Ray Rogers eut donc lieu en premier, avec Curtis comme témoin clé. Dans ce témoignage très attendu, Curtis raconta que lorsqu'ils étaient arrivés chez Thérèse avec Jimmy, ils ne savaient pas comment ils allaient en s'y prendre. Ils savaient qu'ils devaient agir ce jour-là car ils n'auraient plus d'occasion. Une fois à l'intérieur, ils avaient cherché un objet pour la frapper, mais Thérèse était rentrée plus tôt que prévu. Ils avaient dû se cacher et en cherchant un endroit où se dissimuler, Curtis avait trouvé un marteau. Il expliqua qu'il l'avait saisi et pendant que Thérèse était dans la cuisine, dos à lui, il avait envisagé de la frapper par derrière pour la rendre inconsciente. Mais en avançant avec Jimmy, il avait trébuché sur la gamelle d'un des chiens, ce qui avait fait se retourner Thérèse. Elle les avait vus. Selon Curtis, il avait paniqué et avait fini par frapper Thérèse à la tête. Elle s'était effondrée au sol, inconsciente, et il lui avait asséné un second coup. Jimmy avait alors pris le marteau et s'était acharné sur Thérèse jusqu'à ce qu'elle meure. Curtis affirma que lorsque le voisin était entré dans la maison et avait découvert Thérèse dans la cuisine, ils étaient encore là et s'étaient enfuis peu avant l'arrivée de la police. De son côté, la défense de Jimmy tenta de faire comprendre aux jurés que c'était Curtis qui avait tué Thérèse et que leur client ne l'avait jamais frappé avec un marteau. Ils arguèrent également que Jimmy avait eu une enfance marquée par la violence et la cruauté. Malgré cela, les jurés reconnurent Jimmy Ray Rogers coupable d'homicide involontaire. La défense affirma que Curtis était un témoin peu fiable, mais cela ne changea pas l'avis des jurés et Jimmy fut condamné à la prison à vie. Le deuxième accusé à comparaître fut Mark. Et, une fois de plus, Curtis fut le témoin clé. Il répéta ce qu'il avait déjà dit lors du procès de Jimmy. Il affirma que l'idée venait de Mark et que c'était lui qui avait tout planifié. D'autres témoignages et les résultats des enquêtes menées par les procureurs furent également présentés. Mark, quant à lui, ne témoigna jamais. Son avocat tenta de convaincre les jurés que Curtis était entièrement responsable de la mort de Thérèse, qu'il était un témoin peu fiable en raison de son passé et qu'il mentait pour se sauver. Après la présentation des arguments, des déclarations et des preuves, les jurés eurent besoin de 4 heures de délibération. Au final, ils rendirent un verdict unanime. Mark fut reconnu coupable d'homicide volontaire avec préméditation. Les jurés recommandèrent la peine capitale, ce que le juge accepta. Mark, alors âgé de 51 ans, eut la possibilité de lire une déclaration préparée dans laquelle il continuait de clamer son innocence. Mes filles ont tragiquement perdu leur mère, et maintenant, leur père risque de les quitter à son tour. C'est pourquoi je supplie la Cour de m'épargner la vie, afin de ne pas aggraver leur deuil et leur souffrance. Après cette déclaration poignante, les avocats de Mark ont annoncé leur intention de faire appel. En février 2020, Curtis avait été reconnu coupable lors d'un procès abrégé et condamné à 25 ans de prison sur la base de ses propres aveux. Pendant le procès, il avait exprimé son désir de revenir en arrière et avait affirmé que ses actes le hanteraient jusqu'à la fin de ses jours. Il avait également exprimé ses regrets et présenté ses excuses à la famille de Teresa.
Peu après la fin des audiences, la défense de Marc avait déposé une requête pour un nouveau procès, arguant que le verdict était contraire au poids des preuves et invoquant d'autres arguments. Cependant, le juge saisi de la requête avait rejeté cette demande. À présent, Marc attend son exécution dans le couloir de la mort de la prison d'État de Floride.